Décembre 1945, camp Lorton, en Géorgie. Les rayons du soleil hivernal traversaient les pins, tandis que 217 soldats japonais se tenaient alignés sur le sol durci par le gel, leur souffle se condensant en légers nuages dans l'air matinal frisquet. Le lieutenant Hiroshi Takahashi, autrefois membre de la 32e division d'infanterie de l'armée impériale japonaise, gardait le regard rivé à l'horizon, ignorant ostensiblement les gardes américains qui déambulaient nonchalamment parmi eux. La guerre s'était achevée depuis 4 mois, mais pour lui, la reddition demeurait une humiliation suprême. Il ne pouvait pas encore soupçonner que ce modeste campement, dans le sud des États-Unis, allait bouleverser tout ce qu'il pensait de son adversaire, de sa patrie et de sa propre personne. C'est le récit extraordinaire de la manière dont une journée de repos banale s'est muée en une crise philosophique qui a ébranlé un univers entier fondé sur le sacrifice, le devoir et une lutte incessante. Takahashi avait été fait prisonnier aux Philippines en mars 1945, extrait des décombres d'un dépôt de ravitaillement près de Manille après 3 jours sans manger ni boire. Il revivait avec une honte cuisante l'instant de sa capture. Les soldats américains lui avaient d'abord tendu de l'eau, puis des soins médicaux et enfin à manger. Il s'attendait à une exécution immédiate, conformément à toutes les leçons de son entraînement et aux avertissements de ses supérieurs, qui décrivaient la capture comme synonyme de torture et de mort infligée par les Américains barbares. Au lieu de cela, un médecin aux cheveux roux et parsemé de taches de rousseur avait pansé ses blessures et lui avait proposé une cigarette que Takahashi avait déclinée avec le peu de fierté qui lui restait. Le voyage jusqu'en Géorgie avait duré presque 2 mois, d'abord par bateau jusqu'à San Francisco, puis en train à travers l'immense cœur industriel des États-Unis. Par les fenêtres du wagon, Takahashi et ses camarades capturés avaient aperçu des visions qui contredisaient tout ce qu'on leur avait enseigné. Des champs cultivés s'étendant à perte de vue, kilomètre après kilomètre, des usines aux cheminées dressées vers le ciel, par dizaines dans une même ville. Des gares ferroviaires si vastes qu'elles paraissaient infinies, remplies de locomotives et de wagons à marchandises surpassant en nombre l'ensemble de ceux du Japon. Des bourgades tranquilles et aisées, avec des automobiles garées le long d'artères impeccables et des enfants s'amusant dans les jardins. Le sergent Kenji Yamamoto, qui avait combattu aux côtés de Takahashi depuis Guadalcanal, avait murmuré au cours de ce périple en train, sa voix à peine perceptible au milieu du cliquetis des rails. « Lieutenant, combien d'usines croyez-vous que nous ayons croisées aujourd'hui » Takahashi avait compté mentalement. Une 50aine, peut-être plus. Et hier, autant, voire davantage. Yamamoto s'était tu, et Takahashi savait qu'il partageait la même idée interdite. Si l'Amérique était capable d'ériger tout cela, de générer une telle profusion, quelles étaient vraiment les chances du Japon? Mais de telles réflexions étaient périlleuses, trahissant une infidélité. Il s'était battu pour l'empereur, pour l'esprit de Yamato, pour la primauté de la volonté sur les richesses matérielles. Les chiffres importaient peu quand le courage et la résolution l'emportaient. Le camp Lorton occupait l'emplacement d'un ancien camp du corps civil de préservation des ressources naturelles, bordé de pins à longues feuilles et de sols argileux rougeâtres. Les baraquements étaient des constructions en bois simples mais solides, équipées de poêles ventrus pour le chauffage. Le commandant américain, le colonel Robert Harrison, vétéran du théâtre européen, était un homme d'une 40aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard perpétuellement las. Il s'était adressé à eux le premier jour par l'intermédiaire d'un interprète, exposant les règles du camp de façon limpide et directe. « Vous serez traités conformément à la Convention de Genève », avait déclaré Harrison, ces mots traduits en japonais précis par Thomas Nakamura, un soldat Nisei. « Vous travaillerez 6 jours par semaine sur divers chantiers au sein du camp et dans les environs.
Vous recevrez un modeste salaire pour votre labeur. Vous aurez 3 repas par jour, des soins médicaux au besoin et les dimanches libres pour vous reposer et vaquer à des activités personnelles. Cette dernière précision avait provoqué un murmure de perplexité parmi les prisonniers rassemblés. Des dimanches libres pour des activités personnelles. Takahashi avait croisé le regard de Yamamoto et du caporal Masato, ses plus proches alliés parmi les captifs. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi les Américains leur accorderaient-ils du temps pour se reposer, pour comploter, pour s'organiser? C'est un piège, avait marmonné Ito plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés sur leur couchette dans la pénombre de la baraque. Ils cherchent à repérer qui tentera de s'évader. Ils éprouvent notre fidélité, guettent les meneurs. Ou bien ils veulent nous endormir, avait suggéré Yamamoto. Nous mettre à l'aise avant de frapper quand nous serons les plus vulnérables. Takahashi avait pesé ces 2 hypothèses et les avait trouvées tout aussi crédibles. Les Américains étaient rusés. Leur victoire décisive sur l'armée japonaise le prouvait amplement. Cette promesse de repos n'était assurément qu'une ruse quelconque. La question se posait, de quel piège s'agissait-il et comment l'éviter? Le premier dimanche survint 6 jours après leur session d'orientation. Takahashi avait passé la semaine écoulée à œuvrer au sein d'une équipe chargée de réparer les clôtures et d'entretenir les édifices du camp. La tâche n'était guère ardue, bien plus aisée que les combats ou le labeur impitoyable qu'il avait anticipé en tant que captif. Les sentinelles américaines, criant rarement, jamais ne les frappant, paraissaient presque lassées de leurs fonctions. Un jeune garde, un gamin de ferme originaire de l'Iowa, prénommé Private Miller, avait même initié l'équipe de Takahashi à l'usage d'une perceuse manuelle américaine, expliquant son fonctionnement avec un enthousiasme sincère. « Ceci est un Miller's Falls numéro 2, avait-il dit, bien que seul Nakamura pût traduire. Mon père en possède un identique à la maison. Vous pouvez percer du chêne comme si c'était du beurre, à condition d'affûter la mèche. » Cette simplicité du travail dérangeait Takahashi. Où était la souffrance? Où se trouvait la punition méritée par les prisonniers? Dans l'armée impériale, l'échec entraînait des corrections, des rations de famine, une humiliation sans fin. Pourtant, il se retrouvait là, à effectuer des travaux de menuiserie légers, à se nourrir 3 fois par jour. La cuisine était insolite mais abondante, et on les traitait d'une indifférence décontractée qui s'avérait plus troublante que ne l'aurait été une cruauté manifeste. Le matin du dimanche, les gardes ne les réveillèrent pas à l'aube comme les jours précédents. Takahashi s'éveilla de lui-même alors que la lumière blafarde filtrait par les fenêtres des baraquements, désorienté par le silence des sifflets et des ordres braillés. Autour de lui, les autres hommes remuaient, tout aussi perplexes. « Est-ce un examen » murmura quelqu'un dans la pénombre. « Restez calme » ordonna Takahashi à voix basse. « Habillez-vous, alignement comme d'habitude. » Mais une fois rassemblés dehors, aucune sentinelle ne vint les dénombrer ni distribuer les corvées. Private Miller surgit à la place, marchant de son pas habituellement nonchalant, une tasse de café fumante à la main. Nakamura l'accompagnait, et après un court échange, le traducteur s'adressa aux prisonniers japonais alignés. « Les gardes souhaitent savoir pourquoi vous êtes en formation. C'est dimanche. Vous n'avez pas à travailler aujourd'hui. Faites ce qui vous plaît. Restez dans les baraquements. Promenez-vous dans le camp. Jouez. Rédigez du courrier. Il y a un terrain de baseball si quelqu'un en a envie. Le déjeuner sera à 12 heures, comme toujours. » Les captifs restèrent figés, ne sachant comment réagir. C'était l'instant décisif, songea Takahashi. Le piège allait se refermer. Mais comment? Que devait-il faire? « Que faisons-nous, lieutenant » demanda Yamamoto à mi-voix. Takahashi trancha. « Nous attendons. Nous observons. Nous ne leur donnons aucune raison de nous reprocher une faute. » Ainsi firent-ils. Ils demeurèrent en rang près d'1 heure tandis que des gardes américains passaient, certains les dévisageant avec stupeur, d'autres les ignorant superbement. Finalement, le colonel Harrison en personne se montra,
flanqué de Nakamura. Harrison s'arrêta devant la troupe, les mains croisées dans le dos. Il affichait une réelle incompréhension. Par l'intermédiaire de Nakamura, il s'adressa à eux sans détour. « Messieurs, on m'informe que vous êtes plantés là depuis plus d'une heure en ce jour de repos. Puis-je en savoir la raison ?» Takahashi avança, conscient de son rôle d'officier supérieur, pour prendre la parole. Via Nakamura, il répondit avec prudence. « Nous attendons vos instructions, colonel. Nous ne voulons enfreindre aucune règle. » L'expression de Harrison passa de l'étonnement à une ombre qui ressemblait à de la tristesse. Il resta muet un long moment avant de répliquer. « Il n'y a pas d'ordre aujourd'hui. Le dimanche vous appartient. En Amérique, nous estimons que même en temps de guerre, même pour des prisonniers, il faut du temps pour se reposer et méditer. Je ne vous impose pas la détente, cela irait contre l'idée. Mais je vous affirme que nul ne sera sanctionné pour avoir évité le travail ce jour. Vous êtes libre d'agir à votre guise, dans les limites du camp. » Il s'interrompit, puis poursuivit. « J'ai combattu en Europe pendant 3 ans. J'en ai vu, de la souffrance, pour toute une vie. Je n'ai pas l'intention d'en ajouter ici si je peux l'éviter. Vous n'êtes plus des combattants ennemis. Vous êtes des prisonniers de guerre, et la loi internationale vous garantit un traitement humain. Cela inclut le repos. » Sur ces mots, Harrison pivota et s'éloigna, abandonnant les Japonais à leur stupeur muette. C'est assurément un piège. Grommela Ito alors qu'ils se dispersaient enfin vers les baraquements. Ils cherchent à nous faire craquer, à révéler notre faiblesse. Mais au fil de la journée, sans que rien ne survienne, un doute s'insinua. Certains des plus jeunes captifs, recrutés dans les derniers mois frénétiques du conflit, se mirent à explorer le camp avec circonspection. Ils constatèrent que les Américains les laissaient effectivement en grande partie sans surveillance. Quelques-uns repérèrent le terrain de baseball et l'examinèrent avec intérêt, même s'ils ignoraient les règles du sport. D'autres s'installèrent sous le soleil timide de décembre, griffonnant des missives qui risquaient de ne jamais partir vers des familles qu'ils ne reverraient peut-être plus. Takahashi passa la journée en veille silencieuse, scrutant à la fois ses camarades et les gardes américains. Ce qui l'impressionnait le plus, c'était la décontraction totale des Américains. Les sentinelles jouaient aux cartes, lisaient des missives de leurs proches, se renvoyaient un ballon de football. Elles riaient. Elles paraissaient vraiment détendues. Aucune crispation dans leurs attitudes, aucune vigilance pour détecter des troubles chez les captifs. On aurait dit qu'elles ne craignaient pas du tout les hommes qu'elles surveillaient. Ce soir-là, une fois la pause dominicale terminée sans encombre, Takahashi se lança dans une discussion intense avec Yamamoto et Ito, isolés, dans un recoin tranquille des baraquements. « Je ne saisis pas ces Américains », avoua Ito. « À l'entraînement de base, on nous a enseigné qu'ils étaient mous, fragiles, pervertis par l'opulence, mais ils nous ont vaincus. Ils ont pris île après île. Comment cela cadre-t-il avec ce qu'on nous a seriné ?» Yamamoto répondit posément, pesant chaque terme. « Dans le train pour venir ici, j'ai compté un truc. Les locomotives qu'on a croisées dans une simple gare de triage au Kansas. Il y en avait plus de 200. 200 dans un seul triage d'une petite ville. Combien croyez-vous qu'il y en avait au total au Japon avant la guerre? » Personne ne répliqua, car tous connaissèrent la réponse. Bien moins que ça. Le deuxième dimanche arriva, et cette fois, les prisonniers ne se mirent pas en rang. Certains restèrent allongés dans leur lit, affrontant la journée comme une maladie à supporter avec une résignation stoïque. D'autres sortirent avec prudence, toujours prêts à une sanction. Takahashi opta pour une promenade le long des limites du camp, restant strictement à l'intérieur des barrières, mais cherchant à saisir l'organisation, les cadences, les habitudes de cet endroit insolite. Il croisa Harrison près du bâtiment administratif du camp. Le colonel était assis sur un banc, absorbé par un journal, une pipe serrée entre les dents. Il leva les yeux quand Takahashi s'approcha,
puis indiqua le banc à côté de lui d'un geste. Par signe, et les rares mots d'anglais que Takahashi avait acquis, l'invitation était évidente. Takahashi s'assit, gardant une distance courtoise. Harrison lui tendit le journal, désignant une photo. Elle représentait une ville. Tokyo, comprit Takahashi avec un choc. Mais c'était un Tokyo ravagé. Des quartiers entiers réduits en cendres et en décombres. Le titre évoquait des projets de reconstruction. L'anglais de Harrison était lent et basique, conçu pour être clair. La guerre est finie. Maintenant, reconstruire. L'Amérique aide le Japon à reconstruire. L'idée paraissait grotesque. Pourquoi le vainqueur assisterait-il le vaincu? Dans la vision de la guerre de Takahashi, les perdants devaient être asservis, pillés, anéantis, pour ne plus jamais se relever. Pourtant, Harrison insinuait autre chose. Au fil des semaines suivantes, un rythme s'installa. 6 jours de labeur, incluant la réparation de routes locales, l'aide aux opérations forestières et l'entretien du camp lui-même, suivis de dimanches de repos de plus en plus apaisés. Les gardes américains s'efforçaient d'offrir de petites distractions. Un filet de volley-ball surgit. Quelqu'un mit sur pied un tournoi improvisé de shogi. Des lettres du Japon commencèrent à parvenir, sévèrement expurgées, mais authentiques, apportant des nouvelles. Les familles avaient tenu bon, le pays subsistait, la vie reprenait malgré la défaite totale. Ce fut à ce moment que Takahashi remarqua un élément qui le troubla profondément. Les soldats américains n'étaient pas des combattants au sens où il l'entendait. Ils se plaignaient sans cesse de la nourriture, du froid, de l'ennui. Ils comptaient les jours jusqu'à leur démobilisation. Ils montraient des photos de leurs petites amies et discouraient sans fin de leur retour au pays. Ils vivaient leur service non comme un devoir sacré, mais comme une corvée désagréable à achever pour retrouver leur existence véritable. Et pourtant, ces types non martiaux, géniards, indisciplinés, avaient pulvérisé l'armée impériale japonaise. Ils avaient terrassé des troupiers formés dans l'esprit et la rigueur, qui accueillaient la mort sans crainte, qui combattaient avec une sauvagerie issue d'une foi absolue. Comment? La réponse s'éclaircit semaine après semaine. C'était dans l'abondance nonchalante qui enveloppait les Américains. La manière dont ils jetaient des restes qui auraient de nourri une famille japonaise pendant des jours. Le flot incessant de cigarettes, de chocolat, de café, les camions qui déchargeaient chaque semaine des provisions en quantité inimaginable. Les lettres de chez eux qui parlaient de normalité, d'usines en marche, d'écoles ouvertes, d'une société qui avait mené une guerre colossale sur 2 fronts sans jamais connaître la vraie pénurie sur son sol natal. Le printemps s'installa en Géorgie et avec lui une extension des tâches au-delà du camp. Le groupe de Takahashi fut affecté pour assister un fermier local, nommé Clayton Miller, l'oncle de Miller comme il s'avéra, au labour et au semis. La ferme était modeste selon les critères américains, environ 300 acres. Mais pour Takahashi, issu d'un pays où la plupart des familles cultivaient des parcelles comptées en fractions d'acres, elle paraissait d'une immensité folle. Clayton Miller était un homme d'une 60aine d'années, buriné par le soleil et le dur labeur, avec la même aisance que son neveu. Il leur offrait du jus de citron pendant les pauses, leur apprenait à manœuvrer un tracteur, une machine capable de remplacer le labeur de 20 hommes, et les considérait non comme des adversaires ou des captifs, mais tout bonnement comme des ouvriers. Un après-midi, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un immense chêne, Miller sortit une vieille photographie. Elle représentait un jeune homme en uniforme militaire et il la montra à Nakamura, qui les accompagnait en tant qu'interprète. Miller expliqua. « Mon fils aîné, James, il a été vaincu dans le Pacifique. 1943, Tarawa. » Takahashi ressentit un frisson malgré la tiédesse de l'air printanier. Il avait participé à la bataille de Tarawa. Il avait peut-être causé la mort du fils de cet homme. Pourtant, voici que Miller partageait son eau, leur enseignait à cultiver sa terre et se montrait bienveillant envers eux. Cette contradiction mentale était accablante. Au Japon,
la famille d'un soldat tombé au combat aurait eu droit à la revanche, à la rancune, au plaisir de voir les ennemis de leur fils endurer des souffrances. Mais Miller n'affichait aucune colère, seulement une tristesse lasse et une volonté évidente d'avancer. « Pourquoi ne nous déteste-t-il pas » murmura Takahashi à Nakamura. Ce dernier réfléchit longuement avant de répondre, car il avait lui-même mis du temps à saisir cela. Les lieutenants américains ne combattent pas par haine. Ils se battent parce qu'ils estiment devoir le faire pour sauvegarder leur mode de vie. Une fois les hostilités terminées, la haine s'éteint aussi. Ce n'est pas dans leur culture de s'y accrocher. Cette nuit-là, de retour dans les baraquements, Takahashi resta éveillé pendant que les autres dormaient. Il songea aux fils de Miller, aux innombrables soldats japonais qui avaient péri en défendant des positions condamnées à travers le Pacifique. Il repensa à la propagande qu'il avait gobée, aux promesses de victoire assurées, aux affirmations que la richesse américaine engendrait la faiblesse et que l'esprit japonais triompherait. Il pensa au dimanche. Ces jours de repos lui étaient apparus comme un piège, mais ils avaient dévoilé une réalité plus profonde. Les Américains n'avaient pas besoin de trimer 7 jours par semaine, car leur rendement sur 6 jours surpassait ce que le Japon parvenait à produire en 7. Ils pouvaient se permettre le repos grâce à un système si performant et si prolifique que la lutte incessante n'était plus requise. Ils pouvaient accorder la clémence parce qu'ils avaient remporté une victoire si nette que les prisonniers ne représentaient plus de danger. Ils pouvaient se montrer généreux parce que leur société privilégiait la dignité de l'individu à la souffrance collective. Tout ce qu'on avait enseigné à Takahashi était inversé. La lutte n'était pas noble en soi. La souffrance ne forgeait pas le caractère. Le sacrifice n'était pas toujours porteur de sens. Parfois, la lutte n'était que l'inefficacité de systèmes défaillants. La souffrance n'était que du gaspillage. Le sacrifice n'était que de la perte sans rien en retour. Cette prise de conscience fut dévastatrice. En juin 1946, une nouvelle transforma radicalement l'ambiance du camp. Le gouvernement américain avait lancé un programme de rapatriement pour les prisonniers. Les Japonais souhaitant rentrer chez eux seraient renvoyés par vagues au cours des mois suivants. Les premiers groupes partiraient cet été-là. Cette annonce suscita des débats passionnés parmi les captifs. Certains brûlaient d'envie de regagner leur pays pour retrouver leur famille et rebâtir leur existence dans les ruines du Japon. D'autres hésitaient. Les lettres du pays dépeignaient un tableau sinistre: famine généralisée, villes rasées, économie effondrée, société aux prises avec le traumatisme psychologique d'une défaite absolue. Takahashi se retrouvait face à son propre dilemme. Il pouvait rentrer au Japon, dans un pays qui n'existait plus sous la forme qu'il avait connue. Il devrait affronter sa famille, sa communauté, avec la honte de la défaite et de la captivité. Ou bien il pouvait rester en Amérique, si une telle possibilité se présentait, dans un pays qui lui avait révélé un mélange déconcertant de compassion et d'abondance. Le choix lui fut imposé de manière imprévue. Le colonel Harrison le convoqua dans son bureau un matin de début juillet. Nakamura était présent aussi, l'air plus grave qu'à l'accoutumée. « Lieutenant Takahashi, » entama Harrison, « j'ai une proposition à vous faire. » L'armée américaine met en place un programme pour assister à la reconstruction du Japon. Nous avons besoin de personnes qui maîtrisent les deux cultures et qui puissent combler le fossé. Thomas ici a accepté d'y participer. Nous aimerions que vous envisagiez de vous joindre à ce programme. Takahashi fut abasourdi. Vous souhaitez que j'aide l'Amérique à reconstruire le Japon? Je veux que vous aidiez le Japon à se reconstruire lui-même, rectifia Harrison avec douceur. Avec l'assistance américaine, certes, mais au bénéfice du Japon. Vous êtes un homme intelligent, Takahashi. Vous avez appris l'anglais à une vitesse remarquable. Vous comprenez l'ingénierie. J'ai consulté votre dossier. Vous pourriez être utile aux efforts de reconstruction. Pourquoi me faire confiance? J'ai combattu contre vous.
Harrison s'adossa à son siège, l'expression pensive. La guerre est terminée. Nous avons gagné. La question est désormais de savoir quel monde nous édifierons après cette victoire. J'ai vu ce qu'est la vengeance. J'étais en Allemagne, j'ai constaté les suites de cette guerre. Écraser les vaincus ne procure pas la paix. Cela ne fait que semer les graines du prochain conflit. Nous désirons autre chose cette fois. Takahashi eut du mal à appréhender cette idée. Au Japon, les vaincus sont considérés comme perdus. Survivre porte une marque d'infamie. Il est sans doute temps que le Japon découvre ce que nous avons compris, déclara Harrison à voix basse. Perdre une guerre ne signifie pas perdre son humanité. Être battu n'empêche pas de se relever. L'honneur ne se limite pas à refuser la capitulation à tout prix. Il exige aussi le courage de s'adapter, de transformer les choses, de créer un avenir meilleur à partir des décombres. Via Nakamura, leur échange dura presque 2 heures. Harrison décrivit le plan Marshall en Europe, les initiatives comparables en préparation pour le Japon, les engagements financiers des États-Unis envers leurs ex-adversaires et l'aspiration à des nations démocratiques, florissantes et pacifiques, bien plus avantageuses comme alliés que comme territoires conquis. Cela paraissait encore inconcevable à Takahashi. Jamais dans l'histoire, un vainqueur n'avait agi ainsi. Les conquérants profitaient de leur succès. Ils exigeaient des compensations. Ils rabaissaient les perdants. Ils ne finançaient la reconstruction de ce qu'ils avaient ravagé que s'ils percevaient une sagesse particulière, ignorée des autres. Seulement s'ils estimaient que la richesse valait plus que la soumission. Seulement si leur modèle économique était si opulent qu'ils pouvaient se permettre la magnanimité sans paraître fragile. Takahashi finit par accepter la proposition. Il ne parvenait pas encore à formuler les raisons. Il ne pouvait même pas s'expliquer à lui-même le profond revirement dans sa vision du monde. Pourtant, un changement essentiel s'était opéré durant ces dimanches de repos. Au fil de ces mois, à observer la décontraction et la profusion américaine. Et lors de cet après-midi à siroter du citronnade sur la ferme de Clayton Miller. Le dernier dimanche au camp de Lorton eut lieu mi-août 1946. La plupart des détenus avaient déjà été rapatriés par vagues antérieures. Ne restait qu'une trentaine d'hommes, dont Takahashi, Yamamoto et Ito, tous ayant choisi de participer au programme de reconstruction. Les soldats se réunirent une ultime fois dans l'espace commun. Le colonel Harrison les rejoignit, accompagné du soldat Miller, de Nakamura et de quelques gardes devenus des figures familières au cours des 9 mois écoulés. Harrison leva un verre de citronnade. L'alcool était prohibé, mais le symbole comptait. « Messieurs, à votre arrivée ici, vous vous attendiez à un traitement hostile. J'espère que nous vous avons démontré le contraire. Vous rentrez au Japon non en prisonnier honteux, mais en individu doté de compétences et de savoir dont votre pays a besoin. Vous avez maîtrisé l'anglais. Vous avez découvert les techniques et les organisations américaines. Surtout, j'espère que vous avez saisi que d'anciens rivaux peuvent se muer en collaborateurs. » Grâce à Nakamura, les propos de Harrison furent traduits en japonais. Puis Takahashi, en tant qu'officier supérieur, répliqua. Son anglais était hésitant, mais intelligible. « Colonel Harrison, quand j'arrive ici, je pense que repos du dimanche est piège. Je pense que gentillesse est ruse. Je pense que Amérique veut casser notre esprit. Mais je me trompe. Vous montrez que force permet bonté, que triomphe permet clémence, que assurance permet détente. Je retourne au Japon, homme transformé. J'aide à rebâtir mon pays, avec nouvelles perspectives. Peut-être un jour, Japon peut aussi être nation qui offre repos dominical. » Les Américains applaudirent. Certains prisonniers japonais essuyèrent des larmes. Yamamoto, posté près de Takahashi, murmura. « Lieutenant, vous souvenez-vous quand nous voyions ces jours de trêve comme un guet-apens ? Je m'en souviens. Quelle était la véritable embuscade ? » Takahashi réfléchit à la question.
L'embuscade résidait dans notre propre mentalité. Nous ne pouvions concevoir que le repos soit authentique, que la bienveillance soit sincère, que la puissance n'exige pas la brutalité. L'embuscade consistait à croire que la souffrance était l'unique chemin. Ils quittèrent le camp de Lorton le lendemain matin, en bus direction San Francisco, d'où ils embarqueraient sur des navires pour le Japon. Takahashi emportait quelques effets personnels, des habits, un ouvrage sur les pratiques d'ingénierie américaine offert par Harrison, et l'adresse de Clayton Miller notée avec soin sur un bout de papier. Miller lui avait demandé d'écrire une fois installé pour relater l'avancée des travaux de reconstruction. Le voyage de retour dura 3 semaines. Alors que leur bateau approchait de la baie de Tokyo, début septembre 1946, Takahashi se tenait sur le pont aux côtés de Yamamoto et Ito, scrutant le rivage. Même de loin, la destruction sautait aux yeux. Des quartiers entiers changés en cendres, des usines anéanties. La puissante marine impériale disparue comme si elle n'avait jamais été. Il faudra des décennies pour tout remettre sur pied, souffla Ito. Oui, convint Takahashi. Mais nous bénéficions d'un soutien, et nous possédons désormais autre chose. Quoi donc? Nous avons l'autorisation de nous reposer le dimanche. C'était une boutade modeste, mais elle renfermait une vérité plus vaste. Le Japon se relèverait, et dans cette renaissance, il intégrerait des enseignements venus d'éducateurs improbables. L'idée que la prospérité naissait de l'efficacité, non d'une lutte infinie. Que le repos boostait le rendement au lieu de trahir une faiblesse. Que des sociétés respectant la dignité personnelle forgeaient des liens plus solides que celles imposant un dévouement perpétuel. Takahashi œuvra pendant 7 ans dans la reconstruction, contribuant à repenser les chaînes de production industrielle, à introduire des techniques agricoles novatrices et à ériger des infrastructures à travers le Japon. Il assista à la renaissance de son pays, émergeant des ruines d'une capitulation totale pour devenir une entité inédite et prometteuse. Les ouvriers japonais se virent accorder des dimanches de repos. Les élèves nippons s'initièrent aux méthodes de gestion américaines. Les entreprises du pays intégrèrent des principes d'efficacité et de rendement qui allégeaient les efforts incessants tout en favorisant les réussites tangibles. Jamais il n'effaça de sa mémoire le camp de Lorton, ce modeste établissement carcéral en Géorgie où la leçon finale et décisive de la guerre avait été dispensée, non par des discours ou de la propagande, mais par la simple permission de se reposer, par un traitement en êtres humains au lieu d'ennemis vaincus, par une bienveillance quand la dureté aurait été plus aisée. En 1953, Takahashi entreprit enfin le périple qu'il méditait depuis longtemps. Il repartit aux États-Unis, en Géorgie, pour rendre visite à la ferme de Clayton Miller. Le vieil homme vivait encore, cultivant ses terres, bien que son neveu gérât désormais l'essentiel des tâches ardues. Ils s'installèrent sous le même chêne où ils avaient jadis fait halte durant la saison des semailles, et Takahashi offrit à Miller un présent, un jeune arbre, un cerisier japonais, à planter près du chêne. « Pour votre fils », déclara-t-il en anglais désormais maîtrisé. « Pour James et pour la paix qui suivit. » Miller reçut le cadeau les yeux humides. Ils le mirent en terre ensemble cet après-midi-là, un cerisier japonais dans le sol géorgien, ses racines se mêlant à celles d'un chêne américain, modeste emblème des liens imprévus qui naissent lorsque les adversaires optent pour la clémence plutôt que la revanche. Lorsque les triomphateurs privilégient l'investissement à l'exploitation, lorsque les militaires obtiennent l'autorisation de se détendre. Des années plus tard, dans les années 1960, quand la croissance économique japonaise stupéfia la planète, quand quote 23 quote passa du stigmate de produits bas de gamme à un saut de qualité, quand les savoir-faire manufacturiers nippons bouleversèrent l'industrie mondiale, Takahashi se remémorait parfois ses dimanches de pause au camp de Lorton. Il revivait l'incroyable impression que le repos puisse exister vraiment, que la gentillesse soit sincère, que la défaite n'implique pas forcément l'anéantissement.
Le coup de maître des Américains n'était pas un piège du tout. Il consistait simplement à démontrer qu'une autre voie était envisageable, que les sociétés pouvaient s'édifier sur l'abondance au lieu de la pénurie, sur l'efficacité plutôt que l'épuisement perpétuel, sur la conviction que les humains performent mieux avec du repos que sans. Cette leçon, acquise par l'expérience plus que par des enseignements, par la démonstration plus que par les mots, contribua plus que toute bataille ou accord, plus que toute mesure d'occupation ou plan de reconstruction, à métamorphoser le Japon d'un empire militariste assoiffé de domination en Asie en une démocratie pacifique et florissante, allié fidèle des États-Unis et puissance économique majeure de la planète. Tout cela parce qu'un contingent de soldats las, anticipant châtiments et sévices, reçut au contraire des dimanches libres pour récupérer, et parce qu'un lieutenant rompu à interpréter chaque bonté comme un leurre, comprit ultimement que, parfois, la bienveillance est précisément ce qu'elle semble être.